Je m'appelle Thierry Roudil. J'ai 60 ans, je suis directeur du café-théâtre L'Appart Café. Il y a 25 ans, j'ai ouvert cet établissement. Je suis arrivé avec un lourd secret. J'en peux plus entre ce qui s'est passé avec cette fille, ce que j'ai cru, ce que j'avais imaginé, que j'allais relancer une histoire. Ma séparation qui m'est revenue en pleine poire. Donc je vais me servir Je suis le dernier à quitter le bureau, je vais aller ouvrir la chandelle et je vais prendre une pincée d'héroïne, mais vraiment une pincée. Même pas 1 gramme, sur 1 kilo, ça se verra pas. Parce que je connais les vertus de l'héroïne. En arrivant chez moi, je vais la fumer et les effets recherchés arrivent. L'héroïne, c'est un moment de détente incroyable. Juste incroyable. Mais comme tous les produits, le lendemain, les effets se dissipent. Comme quand on a trop bu, le lendemain, c'est la gueule de bois. Voilà. Là, pareil, le lendemain, les effets se sont dissipés. En plus, j'en ai pas fumé beaucoup, parce que moi, je ne me droguais pas et elle était quasiment pure, donc juste un petit peu. Et le lendemain, c'est retour à la case des primes, mes doutes, mes incertitudes. Alors le soir, je vais recommencer. Et puis, je vais encore recommencer. Et c'est l'engrenage. Et après, je vais la sniffer pour que ça aille plus vite. Et puis un matin, je me réveille, je suis en manque. Voilà, je me réveille, j'ai des symptômes. Je comprends très vite que c'est pas une grippe. J'ai mal partout, j'ai des courbatures, des crampes, j'ai envie de vomir, j'ai froid, je tremble, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Je suis en manque. Alors qu'est-ce que je peux faire? Aller voir un médecin, mais mon médecin il est un roman. Médecin de famille, le seul en qui je peux avoir confiance. Aller voir un autre à Lyon, mais le mec je ne connais pas. Peut-être me balancer à ma hiérarchie, on va me suspendre, me saisir mon dossier. Et ce dossier, j'en avais pas fini encore. Alors j'ai choisi de partir bosser en sniffant un tout petit peu d'héroïne ce jour-là. Je sais que si je sniffe l'héros, c'est la seule certitude que j'ai, c'est mes douleurs. Il faut qu'elles disparaissent. Alors j'en prends un petit peu, je ne veux pas me défoncer, je veux juste soulager mes douleurs. Et je pars bosser comme ça au boulot. Personne ne se rend compte de rien. Mais le truc, c'est que maintenant, l'héroïne a pris le contrôle de ma vie. Je sniffe matin, midi et soir. Le matin, un petit peu pour faire passer mes douleurs, qui arrivent au réveil. Dès que ça arrive, maintenant, j'en prends. Les douleurs s'atténuent. Comme j'en prends pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas arriver défoncé au boulot, j'en reprends après, dans début d'après-midi, parce que l'agitation commence à me gagner. Voilà, c'est des... transpire, t'es mal. Donc hop, je vais dans les toilettes, j'en prends un petit peu, je suis bien jusqu'au soir, au moment où je rentre à la maison, où là j'en prends un peu plus. Je suis devenu, je ne sais pas si vous avez vu le film, vous avez des références de cinéma, Harvey Keitel dans Bal de Nantes. Voilà ce que je suis devenu. Et je continue mon enquête, sauf que l'enquête est devenue facile. On fait plus de surveillance et de filature, parce que les mecs se balancent. Les mecs qu'on a interpellés la première fois ont donné des noms de consommateurs. Les gars, on les convoque. On brandit la menace de la perquisition dans leur bureau. Parce que là, c'est que des mecs. On n'est pas dans les cités, là. C'est des mecs qui ont des jobs, des bons jobs. Là, je dis, la cocaïne, c'est la drogue des plus riches. Bon, plus maintenant, aujourd'hui, c'est banalisé. Mais les gars ont brandi la menace de la perquisition dans leur bureau, chez eux, devant la famille. 4 jours de garde à vue. Les mecs, ils résistaient pas, quoi. Ils craquaient tout de suite. Ils nous filaient d'autres consommateurs. Donc les autres consommateurs, on les convoquait et on a établi ainsi que c'était pas 1 kilo, 2 kilos par an. C'était beaucoup plus. Et ça mêlait d'autres personnes, dans d'autres villes. Bref, l'enquête, elle est devenue tentaculaire. Et moi, je suis devenu un électron libre. J'interpelle, je mets en garde à vue. Et il y a une règle que je n'ai pas respectée, c'est la règle des indices. On ne touche pas à l'indic d'un autre service. C'est ce que je vais malheureusement faire. Ou heureusement aujourd'hui.
Je marche sur les plates-bandes du SRPJ, je vais m'attirer les foudres de leur patron, en ne communiquant pas mon dossier déjà, et puis en emmerdant leur indique. Hein. Mais voilà, en fait, cette enquête me dépasse complètement. Puis je me suis isolé sur un plan social, je ne vois plus personne. Ma mère de temps en temps, parce que j'aime ma mère. Alors, ma mère me voit bien que j'ai maigri, mais on met ça sur le compte de la rupture. Après, les roses, ça se voit pas. Il faut vraiment avoir des doutes. Se dire, tiens, le mec est susceptible de se droguer. Si on ne le sait pas, c'est pas comme le cannabis, ça se sent pas, ça se voit pas. Ça se voit au niveau de la pupille, mais faut aller la chercher, la pupille. Faut dire, ah. Sauf qu'au boulot, là, moi j'arrivais, tout de suite j'allais dans mon bureau, on voyait pas tant que ça, et non, personne l'a vu. Les mois ont déroulé. Personne n'a vu qu'il y avait un drame qui était en train de se jouer. Hein. Et puis, 10 mois plus tard, 10 mois après ma première prise, c'est presque Noël et j'ai pas envie d'être seul. Et la seule personne que je supporte, c'est mon indique. Parce qu'elle continue à venir. Elle continue, elle voulait qu'on foute au merdier, on a réussi. Mais alors elle continue, elle jubile, elle me sert payer le café. Mais j'aimais bien. J'aimais bien parce qu'elle me ressemblait. Elle était paumée comme moi. Elle avait plongé dans quelque chose, elle l'alcool, moi la drogue. Elle aussi avait perdu un être cher, donc elle pouvait me comprendre. Donc elle vient à la maison, je l'invite, sans aucune arrière-pensée. Hein. On siffle une bouteille de whisky, moi je vais sniffer à un moment donné discrètement dans mes toilettes parce que ça commence à arriver. Et puis, cette fille va rester dormir à la maison. Mais elle va faire un truc dégueulasse. Elle dort à côté de moi, elle pisse dans mon lit. Et moi je me réveille, mais quand je me rends compte du truc, mais quand je dis pisser, c'est pas une auréole, hein. Pisser. Je suis devenu dingue. Ben, un héroïnomane, pas un gentleman. Ah ben je l'ai viré, Manu Militari, je l'ai viré. Et là tout d'un coup, je me retrouve en pleine nuit en train de nettoyer tout ça et je prends conscience de ce que je suis devenu. Une merde. Je sniffe depuis 10 mois, j'ai dû sniffer 40 grammes d'héroïne, j'avais calculé un peu. La chance que mes collègues n'aient jamais mis la main à aller voir ce qu'il y avait là-dedans, enfin, en chercher pour payer, rémunérer un indique. On avait tellement de boulot qu'on n'avait pas besoin d'avoir une autre affaire qui vienne se greffer. Je vais faire un peu d'humour, mais il aurait fallu qu'il y en ait un autre qui prenne de l'héros pour son compte et qui se rende compte que, voilà, non, mais voilà, personne ne s'est rendu compte de rien. Et moi, je me dis que tant que j'aurai la drogue sur le nez, hein, c'est une image, mais je m'en sortirai pas. La prochaine étape, c'est quoi? Et puis, il reste 950 grammes. Quoi. C'est des années de toxicomanie encore. C'est pas possible. Donc, j'essaie de jeter la drogue. C'est ce que je vais faire le lendemain, je vais la jeter. Sans témoin, j'arrive en premier. Quand mes collègues ils arrivent, j'ai des arguments. Je leur dis, voilà les gars, on marche sur les plates-bandes du SRPJ. On a refusé de donner notre dossier. S'ils viennent, ils peuvent faire une perquisition dans le bureau quand ils veulent. Hein. Ils ont le bras plus long que nous. Hein. Donc ils prennent les dossiers, ils trouvent la drogue, comment on fait? Bon, ben forcément, mes collègues acceptent ce que j'ai fait. Hein. Alors moi, je pense à ce moment-là que je vais combler le manque en prenant du Doliprane, en fumant du cannabis, parce qu'il y en avait plein les corbeilles, en buvant des canons. Mais absolument pas. Je passe une journée de dingue, j'ai des douleurs partout. Ce premier jour sans héroïne, je vais en baver. Donc je vais prendre 3 barrettes dans la corbeille. Là. Et je me dis en arrivant chez moi, ça va compenser en fumant le cannabis, ça va compenser le manque d'héroïne. Eh ben non. Et à ce moment-là, je suis dans une impasse. J'ai des douleurs, vous ne pouvez même pas imaginer les douleurs que j'ai. Depuis fin de matinée, ça a commencé. C'était terrible. Et à ce moment-là, je vois qu'une solution pour m'en sortir.
c'est me flinguer. Parce que j'ai toujours mon flingue avec moi. Alors je suis là, prêt à le faire, mais à me dire que ça va tout résoudre. Voilà. De toute façon, je n'allais pas... Ma vie ne méritait pas mieux que de finir avec une balle, quoi. Et puis je pense à ma mère. Et je me dis, si je fais ça, ma mère, elle va mourir de chagrin. À petit feu. Alors comme j'aime ma mère, et sûrement parce que j'aime encore la vie, je vais renoncer. Alors pour faire disparaître les douleurs, je vais me rouler un joint de malade. Un joint de l'espace. Je vais m'anesthésier sur là. Mais je sais comment je vais m'en sortir, et le lendemain, donc j'ai une tête de zombie, quand je me réveille, le cannabis, ça se voit. J'arrive au commissariat, et en fait, tout le monde voit la gueule que j'ai, mais Thierry, t'es pas passé à autre chose? Je dis, si, je suis passé à autre chose. Cannabis, héroïne, regardez ma gueule. Donc je fais ça là où tout le monde prend le café, là, les gardiens de la paix, là. Et je sais que Radio Police va faire le reste. Et c'est ce qui se passe. Quelques heures plus tard, j'ai mon chef qui arrive, mon patron. Il me demande si la rumeur est vraie. J'ai la rumeur est vraie. Alors je ne serai pas mis en garde à vue. Parce que ils ne savent pas encore ce qui s'est passé. Je prends de la drogue. Mais voilà, c'est pas un flagrant délit, c'est rien, c'est juste une rumeur. Je ne suis pas mis en garde à vue. Alors je vois un médecin quand même. Le médecin, il va me donner des médicaments parce que il me demande, le médecin d'administration, il me dit Monsieur Roudier, vous avez quels symptômes? Je les ai tous. Alors il me donne des médocs. Je suis mis en arrêt de travail. Et ce jour-là, c'est Noël. Enfin, c'est Noël, c'est la veille de Noël. On est le 24 décembre. 24 décembre 1998. L'impression, quand mon chef est rentré dans mon bureau, il m'a dit, la rumeur dit que la vie me faisait un cadeau de Noël. On allait me sortir de cette merde, enfin. Et mon dossier, je m'en foutais même. Royalement. Et puis voilà, donc je passe Noël avec mes parents, enfin ma mère et son mari, ma mère est divorcée, son nouveau mari. Et puis lundi 4 janvier 1999, je suis convoqué chez madame le juge d'instruction, celle-là même qui s'occupait de mon affaire de coke. Et elle me signifie que je suis mis en examen pour vol aggravé. Alors moi je dis, mais madame le juge, l'héroïne, je l'ai pas volée. Je suis arrivé, elle était dans le bureau. Mon prédécesseur l'a détournée. Moi, je me suis juste servi pour me droguer. Elle me dit, en effet, monsieur Rodin, l'héroïne, c'est pas vous, mais les 3 barrettes de cannabis, c'est vous. Bon, là, je vous fais un résumé, il y a un déséquilibre. C'est qu'il fallait me coller il fallait donner une commission rogatoire, il fallait me coller un délit sur le dos, donner une commission rogatoire aux enquêteurs pour qu'ils puissent avoir les moyens suffisants d'enquêter, répondre à une question. Avais-je bien jeté l'héroïne? Pas de témoin. Et ça représentait beaucoup d'argent. Alors j'imagine qu'ils ont enquêté comme moi j'ai enquêté sur mon dealer, des écoutes, des machins, enfin bref. Elle me demande si je veux un avocat, je dis non parce que je ne suis pas un voleur. Alors il y a un protocole sanitaire qui est mis en place aussi, parallèlement. Je vois des médecins plus spécialisés que le médecin généraliste qui m'avait donné des médocs. On va me donner d'autres médicaments. On va me faire des prises de sang chaque semaine pour voir si je continue pas à me droguer. Je serai sevré au bout de 3 mois, au printemps. Et puis je vois un psychothérapeute. Alors lui, son rôle, c'est de comprendre pourquoi un officier apprécié de sa hiérarchie, qui préparait le concours de commissaire, va sombrer dans la toxicomanie suite à une rupture. Bon là, on démêle la pelote de mon enfance. Tout est lié à l'enfance, de toute façon, en général. Mais il me fait prendre confiance, il me fait comprendre, pardon. Il me fait prendre conscience, c'est ce que je voulais dire. Il me fait prendre conscience qu'il va falloir que je vende mon appartement, parce que soit je vais être muté dans le Nord, c'est les mutations disciplinaires, c'est pas le Sud. Dans le Nord, soit je vais être révoqué. Dans les 2 cas, il va falloir vendre l'appartement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais pas le brader, je fais une plus-value, parce que mon appartement était magnifique. Je fais une plus-value de 250 000 francs. Madame le juge m'autorise à aller vivre chez ma mère. J'y entrepose tous mes meubles. Au mois de juin, la police des polices rend ses conclusions. Ma version des faits n'est pas remise en cause. Donc mon affaire, c'est une dérive humaine. Je suis renvoyé en conseil de discipline. En conseil de discipline, j'ai attendu 4 heures. Je suis passé en dernier.
Et l'affaire, elle a été pliée en 5 minutes. Bon, les dés étaient jetés. Révocation. Bon, l'idée avait germé chez le psy qu'elle allait peut-être ouvrir un bar. C'est la seule chose que j'étais capable de faire. Parce que moi, à 19 ans, j'ai le bac. À 20 ans, je fais l'armée. À 21, je suis dans la police. Donc j'avais une somme d'argent, j'allais acheter un bar. Et puis... Et l'idée, c'était d'y mettre tous mes meubles et de l'appeler l'appart-café. Voilà. L'idée, elle avait germé comme ça. Mais de retour à Lyon, on vient d'être révoqué. De retour à Lyon, c'est le juge qui me convoque. Madame le juge me dit que je suis renvoyé en correctionnel. Voilà, j'ai pris un avocat parce que je me suis dit, Thierry, là, tu vas te faire broyer. Là, c'est bon. T'es allé tout seul, j'étais tout seul au conseil de discipline. Pas d'avocat, pas de représentation syndicale, je me suis fait écraser. Donc là c'était chaud quand même. J'encours 5 ans de prison, voilà gravé. Je prends un avocat, l'avocat me dit bon, je vous dis, vous ne ferez pas de prison ferme, mais vous allez être condamné. Donc là, il y a urgence à trouver un café, parce qu'on ne peut pas ouvrir un café si on a une condamnation. Et coup de chance. Je vais trouver. Je désespérais, parce que tout faisait le triple de ce que j'avais en termes de prix. Moi, j'avais 250 000 francs, pas plus. Et je vais trouver une affaire à 250 000 francs, au moment où j'y crois plus. On est à la mi-août. En liquidation judiciaire. Cette affaire-là. 15 jours plus tard, je signe chez le liquidateur. J'ai toujours pas été condamné. J'ouvre le 1er octobre 99, 14 ans, jour pour jour, après être entré dans la police. Incroyable. Coïncidence. Je suis condamné fin novembre 99. 1 an de prison avec sursis et 600 francs d'amende. Et je me jure que je raconterai un jour mon histoire parce que il n'y a que moi qui ai été emmerdé dans cette affaire. Le commissaire, rien. Lui, il a continué son ascension. Je n'en veux pas. Je dis juste que il y a eu 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Moi, j'ai été viré, certainement pour d'autres raisons. Moi, je reste persuadé que j'ai été viré parce que j'étais devenu emmerdant. Parce qu'on a fait apparaître des noms de toutes les couches de la société. Politique, sport, des noms qui apparaissaient. Moi, on m'a viré et le commissaire, qui lui a détourné 1 kilo d'héroïne, a continué sa progression. Il a fini très haut, je sais. Donc je me jure, je raconterai un jour cette histoire, mais pas tout de suite. Parce que là, pour l'instant, j'ai mon bar à ouvrir, à faire tourner. Bon, et je ne vais pas dire à tout le monde, ben voilà, quand on me demande pourquoi tu es parti de la police, c'est le déshonneur, mais je ne vais pas le dire. Je dis que j'en avais marre, c'est tout. Alors c'est un bar de quartier. J'essaie d'en faire un café-théâtre, mais j'y arrive pas. J'ai pas de réseau, ça marche pas, ça prend pas. C'est une clientèle de quartier, ça picole. Alors je fais la restauration à côté quand même pour pas être qu'avec des mecs au comptoir. Il y a une école en face, 2 même, école primaire, école maternelle. J'ai les profs qui viennent se restaurer, les parents d'élèves qui viennent acheter des glaces. Mais ça ronronne, donc moi je veux passer à autre chose. Et je vais changer mon fusil d'épaule, je vais viser une autre clientèle, la jeunesse. Je change de musique, je remplace mes musiques mélancoliques par Noir Désir et La Grande Sophie. Et je remplace mes cartes de salade par des cartes de cocktail. Et là, ça va marcher, un truc de dingue. Ça va marcher, mais de la folie. Les gens font la queue pour entrer chez moi. Je deviens The Place to Be à Valence. Je me sens pousser des ailes, j'embauche du personnel, 3 personnes. Portier, barman, serveuse. Je rachète les murs. Et juste avant, j'ai rencontré celle qui va faire battre mon cœur pour de bon. Elle va me rejoindre, elle va rejoindre l'équipe, elle va venir vivre avec moi quand je rachète les murs. Et elle est enceinte. Voilà. Elle est enceinte de celui qui fera ma fierté, Mario. Ma mère, elle, ça y est, elle est idéalisée. Mais comme elle va être grand-mère, elle s'en fout. Puis j'ai rebondi alors. Elle c'est tout ce qui compte dans sa vie. Une vraie maman italienne, quoi. Ou une vraie maman, toutes les mamans sont comme ça presque. Elle s'en fout de sa santé, c'est d'abord de voir ses enfants qui... Et elle a eu peur pour moi, vraiment. Donc là, elle sait qu'elle va être grand-mère, elle sait que mon affaire tourne bien.
Et moi, je suis tellement fier d'avoir en 1 an et demi ce grand écart que j'ai fait entre de virer de la police et devenir papa, propriétaire. Et je me dis que j'amènerai mon fils à l'école quand il sera en âge d'y aller, il y aura juste le quai à traverser. Mais il va se passer un truc que j'ai pas prévu, la concurrence. Et il y a un bar qui va ouvrir à Valence 3 mois après la naissance de Mario et qui va me défoncer. Tous mes clients changent de crèmerie. Parce que là-bas, il y a une piste de danse, mais j'en ai pas. Alors au début, je dis qu'ils vont, bon, premier week-end, c'est la curiosité, ils vont revenir. J'ai personne, j'ai une dizaine de personnes, pas plus. Alors que d'habitude, j'avais jusqu'à 150, 200 personnes. Et le week-end d'après, toujours personne. Et mes 3 salariés qui étaient des étudiants, ils savent. Ils me disent Thierry, on démissionne. Parce qu'ils veulent pas me mettre dans la merde, quoi. Il n'y a plus de boulot. Et puis, mon comptable qui m'annonce que le mois prochain, le mois suivant, j'ai 20 000 euros à sortir. Entre les salaires, les charges sociales, le crédit immobilier, tout le reste. Les fournisseurs, 20 000 euros à sortir et je ne les ai pas. Ma mère me prête un peu, moi j'ai un peu d'argent de côté, mais il me manque la moitié. Les banquiers vont m'accorder un découvert autorisé. Je ne peux pas emprunter, je suis au maximum du taux d'endettement. Donc là, pour faire tourner la boutique, je me mets à accepter les verres qu'on m'offre. Je me mets à picoler. Et puis quand je monte à la maison, c'est les disputes à répétition. Un jour, la dispute de trop, plus forte que les autres, et elle s'en va. Et Mario a 9 mois. Donc je vais rater à ce moment-là le plus beau rôle de ma vie, celui de papa. Pourquoi, comment, C'est-à-dire que tant qu'il va rester chez maman, parce que Mario, voilà, moi je vais le chercher, sa mère elle est partie loin. Elle est partie à 150 km. Donc quand je vais le chercher le vendredi, parce que voilà, le droit des papas c'est un week-end tous les 15 jours, je vais le chercher le vendredi et je le pose chez ma mère. Parce qu'il est petit Mario, pas le laisser ici. Donc je le laisse chez maman, je reviens, je travaille, j'essaie de refidéliser une clientèle. Je vais mettre le temps, mais je vais y arriver. Mais ça ne va pas pour autant arranger mes problèmes financiers, parce qu'ils viennent l'hiver, mais l'été. Au bout de quelques années, j'ai une clientèle qui va me laisser de l'argent l'hiver, mais pas l'été. L'été, les terrasses ont été refaites à Valence, tout le monde va sur les terrasses, moi j'en ai pas. Donc ce que je gagne l'hiver, je le réinjecte l'été pour tenir, mais je continue d'ouvrir, pour gagner le moindre euro, et puisque maintenant je bois des canons. Je rentre pour ouvrir et je bois des canons, j'attends que d'autres mecs comme moi viennent m'offrir un verre. Des mecs seuls, hein, souvent, c'était des mecs seuls. La solitude, ça se résout dans les bars, hein. Souvent avec un verre à la main. Mario, tant qu'il va être avec ma mère, ça va aller. Alors, ma mère le voit bien le samedi que je pue l'alcool. Elle me dit, je dis, mais maman, comment tu veux que je fasse? Elle me dit, ouais, mais les verres, t'es pas obligé de les boire. Elle ne buvait pas les verres quand on lui offrait, elle les jetait, mais moi, je les buvais. Alors, elle n'insiste pas, préfère savoir Mario avec elle, tranquille, loin de la fureur du bruit et de l'odeur de cigarette. Mais ma mère va décéder. Ma mère va être greffée, elle n'a plus de défense immunitaire, elle chope une maladie, elle ne peut pas se défendre. Elle décède. Donc à ce moment-là, Mario, je vais devoir le garder. Et Mario, il arrive, moi je suis borderline. Donc je suis alcoolique, mais je ne le reconnais pas. Hein. Quand on me dit tu bois beaucoup Thierry, tu ne serais pas un peu alcoolique? Je dis attends, ne dites pas ça. L'alcoolique, c'est le mec qui boit du matin au soir. Moi je bois que le soir. Mais je buvais du soir au matin. Donc j'étais plutôt pathétique. Voilà. Et Mario, quand il vient vivre avec moi, je vais m'y prendre comme un manche. Mon seul modèle, moi, c'était mon père, autoritaire. Donc injuste aussi. Et je vais faire pareil avec Mario. Autoritaire, injuste. Et le fossé se creuse. Pourtant je l'aime comme un dingue. Mais le fossé se creuse, Mario finit par avoir peur de moi, parce que je hurle. Hein. Quand ça se passe pas comme je veux, je hurle, je tape du poing sur la table. Et quand on est gamin, y a des trucs qui sont... Quand on les voit avec des yeux de gosse, on est effrayé, quoi. Mais Mario, il se plaint pas, même pas à sa mère. Parce qu'il m'aime aussi, Mario, malgré
il me craint, mais il m'aime. Parce qu'il y a quand même des bons moments, hein, heureusement. Mais en grandissant, il en a marre, Marie. Il en a marre. Entre-temps, moi, j'ai la maladie qui n'a pas sauté de génération. J'apprends que je l'ai, la polycystose rénale, et elle arrive au galop. Et puis j'en ai marre, je ne tiens plus la nuit, j'en ai marre de ce métier où la clientèle de nuit ne m'intéressait plus. Il va y avoir On demande qu'à en rire en 2012, juste après le décès de ma mère, même moment. Et des jeunes humoristes qui veulent jouer dans des cafés-théâtres, n'importe où. Et je me dis, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire venir des gens qui ont payé une place, déjà, voilà, il y aura de l'argent qui va rentrer. Parce que j'étais toujours à découvert. Hein. Moi, le bénéf, je le bouffais, je le buvais. À découvert depuis tant d'années. Et puis, je me décide à faire venir ces artistes, inconnus à l'époque. Artus, Aymeric Lompré, Labajon, aujourd'hui des stars. Mais j'ai droit qu'à 6 représentations par an, donc je vais faire une demande de licence du spectacle, mais ça va me prendre du temps, parce qu'entre le décès de ma mère et puis tout le reste, et puis l'alcool, mais je vais l'obtenir en 2016. Je fais venir des humoristes, j'obtiens ma licence en 2016, je peux en faire venir autant que je veux. En 2016, après une longue bataille juridique avec le mari de ma mère, maman me laisse un héritage qui va me permettre de sortir la tête de l'eau, combler mon découvert pour la première fois en 14 ans, partir en vacances pour la première fois en 14 ans avec mon fils. Première et dernière vacances. Parce que Mario, ça y est, il est adolescent et il supporte plus mes sautes d'humeur, il supporte plus mes remarques, mes humiliations. Et il repartira plus en vacances avec moi. Alors je vais compenser, je vais acheter une moto, mais j'en ferai pas longtemps parce que l'année suivante, on m'annonce que la maladie, ça y est, on est dans le dur. Il faut me poser une fistule artérielle. La fistule artérielle, c'est ce qui se crée au bras. On relie une artère à une veine pour pouvoir piquer et amener le sang au rein artificiel pour le nettoyer. Alors on ne peut pas piquer dans une artère, il faut piquer dans une veine. Mais il faut un débit d'artère dans la veine. Donc c'est là qu'on crée la fistule. Et cette jonction des deux, je vous donne le terme technique, ça s'appelle l'anastomose. On bien se dire que la dialyse sauve la vie. La dialyse a été créée en 1945, avant 1945, cette maladie, on mourait, il n'y avait pas de solution. Quand le néphrologue m'annonce qu'on va me faire poser la fistule fin 2018, il me dit, Monsieur Roudil, si vous voulez être greffé rapidement, arrêtez de boire, arrêtez de fumer. Et greffé rapidement, c'est 5 ans. Donc j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Ça a été compliqué, plusieurs mois, parce que c'est des drogues dures aussi, hein, la clope et l'alcool. Avant qu'on me pose ma fistule, il va se passer un truc, c'est que... 2 trucs. D'abord, je rencontre l'amour. Le vrai. Comme j'ai arrêté de boire, je suis un petit peu plus lucide. Et j'ai rencontré une fille extraordinaire. Ça s'est fait tranquillement, pas un coup de foudre. Tranquillement. Et j'ai de la chance, je suis tombé sur une femme exceptionnelle. Il y a ça, et puis ma maladie qui en fait va s'accélérer avec la canicule de 2018. En 2018, je suis délabré, mais à un point. Je suis au bout de ma vie. C'est-à-dire on doit dialyser quand il y a une valeur qui s'appelle le DFG, débit de filtration glomulaire. Quand cette valeur est à 11, il faut être dialysé. Pas attendre. Moi, je vais être amené aux urgences. Le débit est inférieur à 10. Je suis à 8, 9. C'est chaud. Je me rappelle qu'à un moment où je me suis dit, Thierry, ne t'endors pas. J'étais crevé. J'ai dit, ne t'endors pas. Si tu t'endors, tu ne te réveilleras pas. Donc je suis dialysé en urgence. Ma fistule n'est pas faite. Donc dialysé en urgence à la fémorale, à la jugulaire après. Mauvais souvenir. Douloureux, très douloureux. Mais c'est pas grave, la dialyse me sauve la vie. C'est ce qui compte. Et puis, il va y avoir une espèce de petit miracle. Je vais être greffé 11 mois plus tard. 11 mois plus tard, ma vie, elle change. La greffe vous change la vie. Je ressens une forme que je n'avais pas ressentie depuis 7-8 ans. Je
je pourrais faire de la moto, je vais me mettre à travailler tous les jours, je programme des humoristes. Les humoristes savaient que je galérais un petit peu avec ma fatigue, donc tout le monde décide de venir, même s'il y a peu de monde, ils viennent même en semaine. Je travaille tous les jours. Et j'ai la patate. Hein. Alors bien sûr, qui dit grève dit cachet anti-rejet. Et plus de défense immunitaire, comme ma mère. Mais ça vaut le coup. Vous ne pouvez pas rester en dialyse, c'était éprouvant. La dialyse, c'est tous les 2 jours. Hein. Difficile, hein, compliqué. Fatigant. Donc tant pis. Vaut mieux, même si un jour j'ai une maladie qui me frappe de plein fouet, vaut mieux être en forme, profiter chaque jour de ce que la vie me donne, la santé retrouvée. Et puis, en 2019, le Covid. Non, je suis greffé en 2019. Début 2020, le Covid. Je passe à travers. On met des masques, des doubles masques, on met le confinement, vous vous rappelez, ma femme qui avait des enfants, on ne s'embrassait plus, on ne se voyait plus. Quand on a pu se voir, notre premier baiser, on s'est entouré de cellophane pour s'embrasser, ça nous manquait trop, quoi. Donc premier confinement, voilà, tout le monde s'en rappelle, et puis on sort du confinement, on fait gaffe, et puis les vaccins. Et malgré ça, fin octobre 2020, je chope un Covid de compétition à travers la gueule, mais un truc de dingue. J'ai un peu la mémoire qui est revenue, hein, parce que vous allez voir, il m'est arrivé un truc très grave. Ouais, je me rappelle avoir eu un début de mal de tête. Puis après la fièvre. Ce qui est sûr, c'est que je me réveille un jour, je me rends compte que je suis pas dans ma chambre, je suis dans une chambre d'hôpital, et je dis putain, mais c'est quoi ce bordel? Je vais pour descendre, je peux pas bouger, il n'y a rien qui bouge, il n'y a que ma tête. Je vais pour appeler une infirmière, pour appeler au secours. Il n'y a pas un son qui sort de ma gorge. Là, j'ai remué la tête dans tous les sens. Il y a une alarme qui s'est mise en marche. Une infirmière qui est arrivée, qui m'a expliqué ce qui m'était arrivé. Donc, Covid de compète fin octobre. Je sors d'1 mois de coma. 3 semaines de coma, 2 semaines de sortie de coma. Mais sortie de coma, ça veut dire qu'on est toujours dans le coma. Hein. C'est mon premier jour de conscience au bout d'1 mois. Tu sais, j'ai dormi 1 mois. J'étais en pronostic vital engagé. Pendant 3 jours. Mon rein s'est arrêté de fonctionner. Mes poumons étaient touchés les deux à 95%. Pronostic vital engagé. Et puis le miracle, le rein, encore un miracle. Le rein qui se remet à fonctionner. Je ne peux pas bouger parce que j'ai perdu toute ma masse musculaire. Je ne peux pas parler parce que j'ai été intubé. Et moi dans ma tête, mais c'est un bordel, mais de dingue. Je me dis, mais alors s'il y a 1 mois que tu dors, moi je ne sais pas à ce moment-là que le pays a été reconfiné. Je ne peux pas poser de questions, j'ai aucune information. L'infirmière, elle ne sait pas qu'à ce moment-là, moi, le premier truc que j'ai dans la tête, même si je me rends compte que la situation est terrible, mais malgré ça, le premier truc qui me vient à la tête, c'est ton bar, il a coulé. Mon bar, c'est ma vie. C'est ma vie, mon bar. C'est le premier truc que je me suis dit, quand tout d'un coup, j'ai compris que j'étais pas dans un vieux cauchemar, que c'était la réalité, donc je me mets à pleurer, hein, tout d'un coup. Hein. Je me mets à pleurer parce que je me dis, t'es paralysé, ton bar. Tout de suite, ça me vient là, mon bar. Ton bar, c'est fini. Toi qui as traversé tant d'épreuves avec ce café, là, ça y est. Donc oui, je suis paralysé parce que j'ai perdu toute ma masse musculaire. Alors elle veut me rassurer, elle voit bien que je suis en panique. Hein. Elle me dit, on va vous désintuber, on va vous donner des protéines, vous allez manger, vous allez prendre du poids rapidement, vous allez voir, ça va revenir. Vous allez faire de la kiné. Alors ça ne reviendra pas tout de suite, il va falloir plusieurs mois. Je serai peut-être handicapé, un petit peu handicapé. Mais ça reviendra. Mais dans ma tête, plusieurs mois, donc mon café, oui, c'est cuit, pour de bon. Handicapé, je ne ferai plus de moto, j'ai plus serré ma femme dans mes bras, peut-être. Enfin voilà, c'est un moment qui est terrible. Hein. J'en parle comme ça, mais faut s'imaginer. Quand tout d'un coup, on prend conscience de ça. Moi, je me suis endormi après, je me suis dit, mais c'est un cauchemar. Allez, rendors-toi, Thierry. Et je me réveille et non, c'est la réalité. Alors, heureusement, il y a une psy qui passe pour gérer les angoisses. Les kinés qui passent, on me dit, vous allez voir, ça va revenir. On essaie quand même de donner de l'espoir, quoi. Mais ça vient tout du cerveau. Donner des infos. Alors, on me désintube. Hein. Alors, mes poumons sont comme mes bras et mes jambes, on part de zéro. Alors, il faut que je donne des ordres à mes membres, à mes extrémités, depuis le cerveau. Tout part du cerveau, ils m'ont dit. Alors, j'étais là dans ma tête, je disais, bougez, bougez, bougez.
tout le temps. Je l'ai dit des milliers de fois, ce verbe. Il se passe rien. C'est long, hein. Quand on voit rien qui se passe, on se dit c'est pas possible. Par contre, oui, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre du poids. Dès qu'on va me désintuber, on va me donner des protéines, des trucs, et je prends du poids. Alors, au début, pas beaucoup, ça va être... On vient, on me dit, monsieur Roudy, vous avez pris 100 grammes hier. Oh, 100 grammes. Puis un autre jour, vous avez pris 300 grammes, et puis c'est un peu plus. Et puis je vois bien, quand on vient me faire ma toilette, on me lève les jambes, je vois bien qu'en effet, il se passe quelque chose. Et puis un jour, j'ai un orteil qui bouge. Et là encore, ce qui est dingue, c'est qu'on est à quelques jours de Noël. Décidément, c'est un truc... J'ai un orteil qui bouge. Si lui, il a bougé, ça veut dire que tous les autres vont bouger. Enfin, c'est ce que je me dis à ce moment-là dans ma tête. J'ai arrête de pleurer maintenant, Thierry. Dès que j'étais réveillé dans mon lit, je me disais, je continue de bouger. Et c'est la remontada de mon corps. Mes doigts qui se mettent à bouger, les uns après les autres, les orteils, le coude. Mon fils va venir me voir au mois de janvier, début janvier. Mon fils est heureux de me voir, mais je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je vois bien. Mais je ne suis pas en position de parler avec Mario. Mes poumons ne me permettent pas de soutenir une conversation. C'est pas le moment. Je ne peux pas lui dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Il vient, il est content de me voir en vie. C'est déjà bien. Parce que Mario, je le voyais quasiment plus. Hein. Depuis qu'il avait pris ses distances. Et alors, du fond de mon lit, je commençais à me remettre en question. Puis fin janvier, on me dit que je peux partir de la réanimation. Et finalement, je vais avoir une place à Valence. Coup de bol. Et à Valence, c'est de la kiné intensive. Hein. Ergothérapie, kiné, du matin au soir. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Premier truc que je retrouve, alors j'arrive en rééducation, je ne marche toujours pas. Mais par contre, j'ai mes mains qui commencent à être un peu plus agiles. Et rapidement, ma femme m'a ramené mon ordinateur et je décide d'écrire le roman de ma vie. Pour 2 raisons. Dire ce qui s'est passé dans la police. C'est un secret que j'ai gardé pendant plus de 20 ans et qui m'a empoisonné le sang au même titre que la maladie. Donc voilà, j'ai envie de rétablir une vérité, dire que dans une affaire, il y en a un qui a morflé, un autre pas. Pour quelle raison? La deuxième raison, c'est pour demander pardon à mon fils pour mes actes manqués. Voilà. En reconnaissant un alcoolisme qui a duré 15 ans. Et on me dit au bout d'1 mois que je peux partir de la rééducation. Pas que je suis en pleine forme, je marche à peine. Je remarche, mais à peine. Hein. Mais au bout d'1 an, 1 an de soins, je retrouve mes poumons, mes jambes. Et quand on retrouve tout ça, on décide de s'en servir. Donc je décide de monter sur scène pour que ça ira plus vite, pour que mon fils vienne me voir. Enfin, c'est ce que je me dis au départ. J'avais édité un bouquin, le bouquin n'était pas tout à fait fini, l'éditer, tout ça. Et je voulais que mon fils, il entende mon mea culpa. Donc la première fois, je joue ici, là, à l'appart café. J'ai 60 nouveaux amis, parce que quand je suis arrivé là, j'avais plus d'amis. Hein. Quand je suis arrivé là en 99. Mes nouveaux amis ne savent rien de ma vie. Ils apprennent mon histoire. Mario n'est pas là. Mais à la fin, donc ça va durer 3 heures. J'en ai dit des choses. Hein. Alors je continue en espérant que Mario vienne me voir. Mario habite Lyon, mais Mario ne vient pas me voir. Et le succès continue. Le texte se structure de 3 heures. J'arrive à passer à 1h30 au bout de la 40e représentation. 40e que je vais jouer à Lyon. Je dis à Mario, puisque tu viens pas me voir, c'est moi qui viens jouer dans ta ville. Et Mario va venir me voir. Mon histoire se finit bien, vous vous en doutez. Je ne vais pas vous donner tous les détails de la façon dont ça se termine. Ça, dans le spectacle, c'est ce qui fait tout la beauté de mon spectacle. Mais ça se termine bien, puisque Mario, maintenant, on se revoit. On va partir en vacances. Je ne le dis pas dans mon spectacle, ça. On part en vacances cette année, pour la première fois depuis 2016. Nos 2e vacances. Là où je voudrais terminer mon histoire, c'est dire que je ne m'attendais pas à ce que mon spectacle devienne un succès comme il est en train de devenir. C'est-à-dire, je vous explique. Quand Mario m'a donc pardonné, le spectacle existe, 40 représentations, je décide de le jouer à Paris. Je fais un showcase. J'invite que des professionnels. J'en connais des professionnels, on les a en photo un peu partout. Là. Je fais venir des comédiens. Des comédiens, des gens de théâtre.
À la fin, tout le monde m'a serré dans ses bras. Tout le monde me serre dans ses bras. Tout le monde me dit, mais Thierry, mais continue. Et putain, ce truc que tu nous as donné là. Tout le monde est bouleversé. Donc je continue et je décide de faire Avignon. Avignon 2023, ça marche. Première semaine, je fais 40 personnes en moyenne dans un théâtre de 50 places. J'ai des cafés-théâtres qui viennent me voir, enfin des programmateurs. Là, je suis programmé aux 4 coins de la France. Truc de dingue. Ça marche, ça y est, ça marche. Je rencontre un metteur en scène, Olivier Werner, co-metteur en scène avec Marc Lenné de Kerry James, une théâtre qui a été montée au Rond-Point, qui s'appelle À huis clos. Il voit mon spectacle, il est bouleversé. Il m'a pris en photo, échange de mails pour m'envoyer les photos. Donc j'ai ses coordonnées, je sais comment le joindre. Je rencontre un producteur qui vient me voir 2 fois. Donc c'est un spectacle qui parle aussi beaucoup d'amour et je terminerai là-dessus. Mon spectacle, c'est une déclaration d'amour à mon fils, une déclaration d'amour à ma femme. Je dis tous les jours que je l'aime. Je l'ai épousée depuis, cette femme extraordinaire, Laurie, qui me soutient depuis 2 ans, qui m'a soutenu pendant la maladie, qui m'a soutenu pour ce spectacle. Et une déclaration d'amour au public. Parce que depuis 2 ans, je vais de succès en succès. Là, je vous donne un exemple. Avant-hier, j'étais en présentation de saison culturelle dans un théâtre, près de Lyon, le théâtre Melchior. Le directeur m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant « Thierry, t'as vendu plus de places que Clémentine Célarié, qui est programmée sur la même saison. » J'ai jeté une boule de neige qui est en train de devenir une avalanche. Et merci le reflet, merci. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner, mais tout le monde le connaît, mais on l'oublie. On l'oublie, ça, c'est Carpe Diem, ce qui est résumé par Carpe Diem, c'est vivre chaque jour, mais en vivant chaque jour, plus que ça encore, c'est l'amour. L'amour. Vraiment se rendre compte de l'amour, c'est la seule drogue intelligente, l'amour. La seule ivresse qui est valable. Vraiment donner de l'amour, c'est ce qui rend heureux, c'est ce qui permet des tas de choses. Donc ouais, profiter de la vie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout le monde le sait, ça, je n'invente rien. Donc si j'ai une chose à dire, c'est l'amour.